Considérez-moi tranquille. Je suis pas. Donc, comme je le disais, désolé pour cette coupure intempestive, 4 étapes principales qui sont identification du danger, l'évaluation du danger, donc savoir à combien on fait face. Donc, sur les 3 types de dangers, il y a bien sûr la poussière ou particules, les gaz et les vapeurs, et bien évidemment la déficience en oxygène, qui sont les 3 principaux dangers rencontrés pour la protection respiratoire. Ensuite, comme je vous le disais, la partie évaluée, donc définir l'ampleur du risque encouru par l'employé, quelle est la concentration en contaminants. Donc c'est vraiment un point essentiel pour vraiment choisir la protection la plus adaptée, mais malheureusement, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que généralement, il y a une étape qui est un peu laissée pour compte parce qu'elle coûte cher et que généralement, les gens ne savent pas trop comment l'entreprendre. Donc sachez qu'il existe plusieurs types de solutions, hein, des dosimètres passifs, des mesureurs d'ambiance ou passer par des laboratoires accrédités. On le fait généralement pour les risques très importants comme l'amiante ou pour certains produits avec des VLEP contraignants, mais c'est vraiment une démarche qu'il faut multiplier et qu'elle devienne systématique. La troisième étape, et c'est celle qui nous intéresse le plus particulièrement, qui est la sélection en tant que telle de l'appareil de protection respiratoire. Et souvent, on s'arrête à cette étape parce qu'on connaît le danger, on estime à peu près la concentration et le niveau de protection qu'il faut, et on va choisir l'appareil de protection respiratoire plus sur des critères de coût ou de disponibilité, alors que sur cette étape, il faut vraiment prendre en compte tout ce qui va être utilisation de l'appareil de protection respiratoire et les contraintes de l'utilisateur. Car un appareil de protection respiratoire, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit porté. C'est la première des choses. Et enfin, la dernière est de ces 4 étapes, qui est la formation et validation. Donc, veiller à ce que l'appareil de protection respiratoire convienne au porteur et que celui-ci sait le mettre. Donc, pour ces différentes étapes, vous pouvez bien sûr compter sur l'accompagnement de Mabeo et de 3M, avec la mise en place de journées de formation, l'accompagnement dans les campagnes d'essais d'ajustement, etc. Si vous avez plus d'informations, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, attardons-nous un petit peu sur la troisième étape de sélection pour la rendre vraiment efficace. Donc, sur cette étape, il y a vraiment 2 grandes questions et 2 grands principes à se poser, c'est-à-dire est-ce que mon appareil de protection respiratoire il est approprié, donc est-ce qu'il m'apporte le bon niveau de protection et est-ce que les filtres sont efficaces contre le contaminant. C'est une étape vraiment cruciale, hein. Si on choisit le mauvais filtre, on risque de se retrouver face à des problèmes. Et ensuite, il faut se poser la question de l'adaptabilité. C'est-à-dire, est-ce que mon masque est adapté aux conditions de travail et à mon porteur? Donc, pour ce faire, il faut répondre à une petite checklist
qui va être quelles sont les conditions sur le lieu de travail, est-ce qu'il existe un espace confiné, est-ce qu'il y a des risques de température élevés, est-ce qu'il y a un niveau de formation requis pour l'utilisateur assez élevé, quel sera le niveau d'intensité du travail, comment le masque ou l'appareil de protection va être conservé, est-ce qu'on peut mettre en place une maintenance. Donc la réponse à toutes ces questions vous permettra d'assurer l'adéquation de l'appareil de protection respiratoire à vos propres conditions de travail et d'engager l'acceptance de cet appareil par l'utilisateur. Donc un exemple assez concret, si vous avez un espace de travail où le port de l'appareil de protection respiratoire va durer environ 15 minutes pour une vérification visuelle ou pour une pesée simple, un masque jetable est envisageable sur un port relativement court et peu ou pas de charge physique. Si maintenant on est sur un chargement de trémie avec des sacs lourds ou avec un port long, le masque jetable peut être approprié avec le niveau de protection, mais est-ce qu'il est le plus adapté pour le poste de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il va être confortable au port? Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Donc, pour vous aider dans l'accompagnement et comment sélectionner les appareils de protection respiratoire, je les ai divisés en deux grandes familles, qui sont les appareils de protection respiratoire filtrants et les appareils de protection respiratoire isolants. Donc, dans la famille des appareils de protection respiratoire filtrants, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les appareils à ventilation libre ou à pression négative. C'est le porteur, le moteur de la filtration. Il faut donc qu'il fasse un effort pour respirer au travers du filtre. Donc, ça va lui demander un effort. D'accord ? Il y a une résistance respiratoire. C'est lui qui va vraiment faire toute l'action de filtration. Donc, je vous ai mis ici en exemple les plateformes les plus fréquemment rencontrées avec les masques anti-poussière jetables et ou réutilisables, qui sont simples d'utilisation, sans maintenance, avec de multiples variations sur le format, format code, pliable, avec ou sans charbon actif, avec ou sans joint facial, qui sont vraiment assez triviaux de conception, mais qui peuvent être sur le long terme ou sur différents types d'applications peu ou pas confortables. Ensuite, on peut voir la famille des demi-masques et masques complets réutilisables, avec la possibilité à la fois d'une filtration anti-poussière et anti-gaz, une amélioration du confort avec un joint facial avec des matériaux plus souples et plus confortables sur les longs ports, plusieurs tailles disponibles, donc on est vraiment dans le confort général du porteur. L'inconvénient de ce type de solution, c'est qu'il va falloir commencer à l'entretenir avec un nettoyage régulier et la possibilité de changer quelques pièces. Donc, comme on peut le voir sur les solutions à ventilation libre, ce sont des solutions versatiles, simples et généralement bon marché. Mais en contrepartie, elles vont nécessiter une formation poussée sur la mise en place, parce que aussi simple de conception qu'elle soit, l'ajustement et l'efficacité va être lié à un bon ajustement. Donc, il va falloir mettre en place des essais d'ajustement, s'assurer que les porteurs sont rasés de près, et ça peut être un vrai problème aujourd'hui avec la mode des hipsters ou des nouvelles pilosités faciales qu'on peut voir apparaître. Donc, sur les solutions filtrantes, les grandes tendances, c'est vraiment améliorer le confort. Donc, avec un masque, par exemple, jetable ici, le 3 panneaux Aura, avec un panneau supérieur embossé qui va empêcher la formation de buée sur les lunettes. Le fait qu'il soit 3 panneaux pour s'ajuster plus facilement au visage et suivre les mouvements de celui-ci. Des élastiques de couleur pour aider le responsable HSE dans la visibilité du niveau de protection d'un atelier. D'accord. Donc, produit assez simple, facile à mettre en œuvre, mis en emballage individuel, qui répond à certaines problématiques. Sur les masques jetables réutilisables, donc c'est-à-dire des masques anti-poussière qu'on va pouvoir réutiliser au-delà d'une journée, la tendance veut d'aller sur des masques plus facilement ajustables avec la suppression de la barrette nasale qui est l'une des premières causes de non-ajustement des masques de protection respiratoire. La mise en place de joints faciaux en 3 dimensions qui permettent de s'ajuster à un plus grand nombre de visages. Sur le masque présenté ici, on est à un taux d'adaptation au visage au-delà de 94%.
des brides réglables, on est vraiment sur une amélioration du confort et favoriser le port de l'EPI le plus longtemps possible. Sur les masques réutilisables, là encore, deux catégories, les masques sans maintenance, qui vont apporter un ajustement facile, des tailles uniques, donc une sélection simple au niveau des tailles et du choix de filtration avec 4 niveaux de filtration préétablis, à la fois anti-gaz et anti-poussière, couvrant la majeure partie des risques, léger, facilement avec une résistance respiratoire très faible, et surtout une pièce faciale beaucoup plus confortable que sur des masques jetables ou anti-poussière. Ensuite, on a les masques réutilisables avec maintenance, donc comme le demi-masque que je vous présente actuellement, qui va apporter plus de confort avec 3 tailles disponibles, donc adaptation à la morphologie du porteur, une soupape expiratoire beaucoup plus confortable, qui va expirer, où on va pouvoir expirer plus facilement, donc moins de température à l'intérieur, moins d'humidité. Et bien sûr, la possibilité de faire un premier niveau de maintenance pour faire durer la pièce faciale dans le temps. L'autre avantage de ce type de masque, c'est qu'on peut y apporter certaines caractéristiques, comme un mécanisme de descente rapide, donc qu'on appelle chez 3M le Quick Latch, qui permet de mettre et d'enlever le masque sans avoir enlevé tous les autres EPI. Donc pour toutes les opérations de maintenance ou les ports intermittents, où on va avoir multiplicité des EPI, comme les casques, les protections auditives, les lunettes, là, plus besoin de tout enlever, il suffit juste d'une action sur le masque pour le faire descendre et pouvoir communiquer ou faire une action dans une zone où on n'a pas besoin de porter le masque. Donc voilà à peu près les types de produits que vous pouvez rencontrer sur la ventilation libre. Sur la ventilation assistée maintenant, qui est la deuxième famille des produits filtrants, on est sur un système à pression positive. Donc le fonctionnement est identique à une ventilation libre. L'air de la pièce est filtré par un filtre. La seule différence, c'est qu'ici, le moteur va faire l'action d'aspirer et de remettre l'air à l'intérieur d'une coiffe. Donc le porteur ne fait plus d'effort, on n'a plus de gêne respiratoire due à la respiration à travers le filtre. Donc c'est le petit film que vous voyez à l'écran. Donc l'air passe par le filtre et est remis de façon homogène au niveau de la coiffe. Les avantages de ce type de solution, c'est la modularité. On est sur des systèmes qui peuvent être multi-EPI, comme à l'exemple avec une protection oculaire, une protection auditive, une protection de la tête. On peut même avoir des protections au niveau des épaules. Convient à tous les types de visages, bien évidemment, parce que là, on n'est pas sur un ajustement serré comme sur la ventilation libre que je vous ai présenté précédemment. Pas d'essai d'ajustement. Donc, plus de problème au niveau de la pilosité et plus de problème non plus au niveau des porteurs de lunettes. Et pour couronner le tout, même si ce n'est pas forcément le premier critère de choix pour ces types de solutions, un facteur de protection beaucoup plus élevé que sur la ventilation libre. Les points négatifs, parce qu'il en faut bien évidemment, ça présente les mêmes limites au niveau de la filtration que la ventilation libre, et ces limites-là, je vais vous les présenter ultérieurement. Ça demande une implication de la part du porteur parce qu'il va falloir une maintenance et une vérification au niveau des produits. Et il y a vraiment un fort besoin de formation pour le porteur et même pour les personnes qui vont gérer ces produits-là, car il faut s'assurer que les batteries soient chargées, qu'on ait assez de pièces détachées pour pouvoir assurer les premiers cas de panne. Donc, plus confortable, répond à plus de critères. Par contre, il y a vraiment une prise de conscience générale à prendre de la part du porteur et du responsable HSE sur le fait que ça nécessite une vraie implication. Sur les solutions de ventilation assistée, les tendances du marché vont vers vraiment une simplification d'utilisation. Et les deux exemples que je vous ai mis sont vraiment dans cette tendance-là, avec un moteur ici principalement dédié au risque poussière, qui est le TR300+, avec un seul bouton d'action, à la fois pour l'allumer, pour régler le débit, un indicateur de colmatage, un indicateur de batterie, donc un bouton d'action, pas ou peu de pièces détachées, ce qui va vraiment limiter l'action sur ce type de produit et s'assurer de sa robustesse au travers du temps. D'accord ? Une compatibilité bien sûr avec toutes les coiffes
troisième qu'on peut rencontrer, à la fois sur des coiffes classiques standards et aussi sur des coiffes avec des protections pour le soudeur. Dans la même famille, on a bien sûr le TR600 qui est le grand frère en fait du TR300 qui lui va avoir la possibilité à la fois de traiter les risques poussière mais aussi les risques gaz et vapeur. Une interface toujours aussi simple avec un bouton on-off, un bouton pour régler le débit et ensuite des indicateurs de colmatage, une alarme sonore visuelle et vibrante et bien sûr un indicateur de batterie. Donc sur ces deux systèmes-là, le calibrage est automatique, il y a juste une vérification de débit à faire à intervalles réguliers, mais on est vraiment sur une simplification de l'utilisation, rendre le confort et les niveaux de protection les plus simples d'utilisation possible. Il y a bien évidemment compatibilité avec toutes les coiffes, et notamment les coiffes Speedglass pour n'avoir qu'un moteur et pouvoir choisir les coiffes en fonction du risque encouru. D'accord. Donc, si on est sur un risque avec chute d'objets et des protections oculaires, on va aller plutôt choisir des coiffes série M chez 3M. S'il y a besoin d'aller sur des protections du soudeur, des casques Speedglass 9100 FXR et ainsi de suite. Les solutions isolantes maintenant, qui sont intéressantes à bien des égards, car elles sont aussi à pression positive, donc le porteur ne fait plus d'effort. Elles permettent de s'affranchir des limites d'utilisation d'un filtre. Et bien sûr, et ça c'est le point le plus important, elles vont pouvoir venir coupler d'autres caractéristiques. Donc sur l'exemple là, on voit un peintre protégé à la fois par un régulateur, donc une adduction d'air, et on a pu venir y greffer un pistolet à peinture, donc une sortie d'air comprimé et deux utilisations, une protection respiratoire et une protection de peinture. On peut avoir aussi différents types de régulateurs qui vont permettre à la fois de refroidir ou de réchauffer l'air suivant dans les zones dans lesquelles on est présent. Donc typiquement un refroidisseur va plutôt se servir dans les aciéries, métallurgie, dans les endroits où il fait chaud pour apporter plus de confort au porteur. Et si on travaille dans les zones un peu plus froides, un régulateur réchauffeur va permettre d'apporter plus de confort. Je vous ai mis aussi un exemple d'AERI, donc d'appareil respiratoire indépendant ou autonome, qui est une solution isolante, de par le fait parce qu'on emporte l'air avec soi dans la bouteille, mais qui est rarement utilisée pour des utilisations longue durée. On est toujours sur du court terme, de l'intervention ou utilisation dans des milieux confinés. D'accord ? L'avantage de ces solutions isolantes, c'est les mêmes que pour la ventilation assistée, compatibilité avec les autres EPI, oculaire, auditif, casque de sécurité, et des niveaux de protection très élevés. Les moins, il faut de l'air respirable, c'est la première des conditions. Il faut aussi voir qu'on a une mobilité réduite avec un fil à la patte qui relie le régulateur, bien sûr, au détendeur. Et il faut bien sûr une formation poussée, car il y a des vérifications de débit, s'assurer que tout fonctionne correctement. Donc, comme vous pouvez le constater, il existe un grand nombre de solutions répondant à un large éventail de besoins de protection, mais qui permettent également de prendre en considération, et c'est vraiment le point aujourd'hui sur lequel je voulais appuyer, sur les besoins en confort des porteurs. Donc, on en finit avec les différents appareils de protection respiratoire et on passe maintenant sur un point intéressant et sur le focus sur les protections filtrantes. Et on va voir les limites d'utilisation de tels systèmes, car ce n'est pas la panacée, ça ne répond pas à tous les besoins, et surtout ces principes de fonctionnement qui vont vous permettre de vous aider dans le choix futur de vos appareils de protection respiratoire. Donc, il existe en fait 5 raisons pour ne pas utiliser de solution filtrante. On parle de ventilation libre ou de ventilation assistée. En effet, le principe des solutions filtrantes, c'est de prendre l'air ambiant, donc dans la zone de travail, donc contaminé, de le filtrer et de mettre l'air purifié, faire respirer l'air purifié au porteur. Donc si on est dans une atmosphère qui présente un danger immédiat pour la vie ou pour la santé, on ne va pas pouvoir utiliser un filtre. Typiquement, s'il y a une exposition au monoxyde de carbone, le filtre n'est pas utilisable. Si les contaminants ne possèdent pas de propriétés d'avertissement ou elles sont faibles, en particulier pour les gaz ou les vapeurs, on ne va pas pouvoir détecter la saturation du filtre.
Du coup, on ne va pas savoir quand est-ce qu'il faut le changer et on risque d'être exposé aux contaminants. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas utiliser de solution filtrante. Dans les espaces confinés, ces derniers ont leurs propres dangers et problèmes et ont un cadre réglementaire plus poussé, mais il y a aussi le fait que dans ces espaces-là, on a des problématiques de déficience en oxygène et d'atmosphère de danger immédiat pour la vie et pour la santé. Bien évidemment, les atmosphères de travail où il n'y a pas assez d'oxygène, comme on vient filtrer l'air ambiant, s'il n'y a pas assez d'oxygène, on ne va pas le créer en utilisant ce type d'appareil. Donc, si on prend un air appauvri, on remet un air appauvri dans la coiffe ou à travers le filtre. Sachez qu'en France, la limite, c'est 17%. Et que nous, on recommande plutôt, chez 3M, de passer sur d'autres types de solutions en dessous de 19,5. D'accord ? Alors là, la déficience en oxygène, elle est un petit peu traite parce qu'elle peut se créer. Donc, si on est en train de souder, ça peut consommer de l'oxygène. Si on renverse du solvant ou dans des zones consommatrices, typiquement avec des combustions, on peut consommer l'oxygène, mais elle peut être aussi existante. Donc, typiquement dans les zones très mal ventilées, confinées ou non, mais très mal ventilées, on peut avoir ce type de danger. Et enfin, mais cela ne doit pas arriver parce qu'on est sur une étape de prévention et d'évaluation des risques. Lorsqu'on rentre dans une zone où on ne connaît pas les contaminants et encore moins leur concentration, on ne peut pas utiliser un filtre parce qu'on ne sait pas si on va dépasser les limites d'utilisation. Mais en dehors de ces cas, les solutions filtrantes sont bien évidemment utilisables. Donc, comment fonctionnent les filtres ? Eh bien, il y a deux types de filtres. Il y a les filtres anti-poussière et il y a les filtres anti-gaz. Donc, attardons-nous sur la protection anti-poussière. Donc là, sur l'exemple, je vous ai mis sur le schéma un masque anti-poussière jetable. Ça fonctionne exactement de la même façon avec une ventilation assistée. Donc, lors du passage des particules au travers du filtre, les particules vont venir s'agglomérer sur les fibres et se faire piéger. Ce qu'on voit sur l'exemple, c'est qu'il y a toujours une ou deux particules qui passent. Ce n'est pas une erreur, hein. On est vraiment sur un abaissement du risque et pas sur une élimination. Donc c'est vraiment important de prendre ça en considération. Mais ce n'est pas grave qu'il y ait des particules qui passent, l'important c'est de savoir combien. Aussi un petit rappel sur le fait que toutes les tailles de particules sont arrêtées. Et il y a bien effectivement des tailles de particules qui sont plus compliquées à arrêter, mais c'est sur ces tailles de particules qu'on fait les tests au niveau de la norme. Donc la taille n'est pas un problème. Ce qui est un problème généralement, c'est la mise en place et l'ajustement correct. L'autre point, et qui est plutôt assez amusant, c'est qu'un filtre anti-poussière, de par sa structure et sa façon de filtrer, plus on va respirer au travers du filtre, et plus le filtre va être efficace. En effet, plus ça va aller, plus on va boucher les petits trous, plus on va avoir de chances que la particule soit piégée dans la fibre. Et ça va avoir pour effet deux choses. Une augmentation de la résistance respiratoire et qui va se traduire soit par un confort respiratoire qui va diminuer dans le cas d'une ventilation libre et qui va entraîner le changement du masque, ou alors la montée en régime du moteur qui va se mettre en alarme et qui va vous indiquer le fait de changer les filtres. C'est là-dessus que fonctionnent nos principes, nos indicateurs de colmatage. Un petit rappel sur les notions incontournables sur les facteurs de protection. Donc, pour les solutions filtrantes, il est basé sur la fuite totale vers l'intérieur. Donc, ça prend bien en compte la partie filtre et la partie fuite au visage. Et en fait, ça permet de définir les limites d'utilisation. Donc, comme exemple qui est pointé, le FFP3, donc pièce faciale filtrante de catégorie 3, un facteur nominal de protection de 50, ça veut dire qu'on peut l'utiliser jusqu'à 50 fois la valeur moyenne d'exposition. En d'autres termes, si la valeur moyenne d'exposition du contaminant, c'est 10 mg par mètre cube, on peut utiliser ce masque-là jusque dans des atmosphères présentant une concentration contaminante de 500 mg par mètre cube. En d'autres termes, il abaisse par 50 la concentration de contaminants en air qu'on respire. Quelques points intéressants sur ce tableau. Donc, il est normal de trouver des facteurs de protection identiques pour les masques jetables et les demi-masques, parce que même si les deux technologies sont différentes, elles présentent les mêmes limites au niveau de la fuite au visage et de la fuite au milieu du filtre. Donc, ce qu'il va faire qu'on choisit l'un ou l'autre, c'est plus l'utilisation que la protection.
Pour des besoins de protection supérieure, on va plutôt partir sur des masques complets et bien sûr, bien évidemment, de la ventilation assistée, qui vont avoir aussi l'avantage de coupler d'autres EPI et de travailler sur l'ergonomie et la compatibilité de ces différents EPI entre eux. D'accord ? Il ne faut pas que la protection respiratoire gêne la protection oculaire et inversement. La meilleure façon de faire, c'est de prendre des produits qui présentent les 2 ou les 3 types de protection. Pour le changement des filtres anti-poussière, il est simple de voir que si le masque est non réutilisable, il faut le jeter à la fin de chaque journée, ou alors quand la résistance respiratoire devient trop importante. Donc sur une journée, c'est quand même relativement compliqué d'arriver à un colmatage complet d'un filtre anti-poussière, en tout cas sur les produits 3M, mais cela peut arriver dans les atmosphères un peu humides ou le cas de projection de produits. Donc voici les 2-3 cas où ça peut arriver, donc il faudra penser à changer régulièrement. Sur les produits réutilisables, et ben là, c'est vraiment le confort qui va driver le changement du filtre sur les ventilations libres, ou alors l'alarme sur la ventilation assistée. Quelques mots maintenant sur la filtration anti-gaz, qui présente d'autres caractéristiques et d'autres limites. Donc, les filtres anti-gaz sont des filtres à charbon actif qui ils sont issus de la noix de coco. On y fait différents traitements et en fait, ça va avoir pour effet d'augmenter la surface d'échange. Donc, on va avoir un certain nombre de sites disponibles pour faire des échanges gazeux. Mais dès que ces sites sont occupés, il n'y a plus de place. Donc, on est vraiment sur plus on utilise le produit, moins il est efficace. Et à un moment donné, il est tellement plus efficace que les gaz passent au travers et on respire exactement la même chose qu'à l'extérieur. Donc, il est vraiment important de détecter ce claquage. Et la seule façon de détecter le claquage encore aujourd'hui, c'est l'odeur. Donc la première limite, c'est de s'assurer que le gaz a bien un seuil olfactif et que ce seuil olfactif soit inférieur à la valeur d'exposition. Un petit exemple pour la compréhension des sites. Imaginons que la cartouche, c'est un parking. Au fur et à mesure que les voitures vont venir se garer, elles vont prendre les places disponibles et à un moment donné, il n'y a plus de place disponible. Donc, ce que va faire le contaminant, c'est passer complètement au travers et rentrer sans être filtré dans la pièce faciale. S'il n'y a plus de site, il n'y a plus de filtration. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut changer de filtre. Un petit rappel sur les cartouches anti-gaz. Il existe vraiment différents types de types de cartouches et il est vraiment important d'apporter un soin particulier sur le choix des filtres parce que les filtres pour vapeur organique n'arrêteront pas les filtres, les vapeurs inorganiques et inversement. Il y a aussi le fait que sur certains gaz, la filtration n'est pas possible, soit parce que la détection n'est pas possible, un seuil olfactif supérieur à la valeur moyenne d'exposition, ou alors typiquement le charbon actif n'a pas d'effet sur la filtration, comme le monoxyde de carbone ou certains dérivés de monoxyde d'azote. Donc pour choisir et pour changer son filtre anti-gaz, comme je vous l'ai dit, c'est le goût, l'odeur, et il y avait encore jusqu'à maintenant peu de chances de déterminer le claquage d'un filtre parce que ça dépendait à la fois du rythme respiratoire, de la température et de l'humidité relative, du type de contaminant, du porteur, donc de beaucoup de paramètres. Mais depuis quelques années, 3M a lancé sur le marché des outils pour vous aider sur cette détermination, notamment un logiciel de sélection de cartouches disponible sur Internet de façon libre et une cartouche avec indicateur de saturation qui fonctionne de façon excessivement simple. Les contaminants passent au travers de la cartouche, font réagir l'indicateur change de couleur et quand on arrive à la barre juste en bas, à la barre noire en bas, il faut changer le filtre. Donc, on se rend indépendant de la partie subjective de la détection par l'odorat, qui peut être altérée par une fatigue olfactive dans la journée, une fatigue aussi olfactive pour des personnes qui portent le masque depuis des années. Donc là, on rassure à chaque fois le porteur en disant « tu es protégé, dès que tu atteins cette limite, il faut changer de filtre ». Donc, les améliorations ne viennent pas forcément sur les niveaux de protection, mais plutôt sur la façon d'atteindre ce facteur de protection et sur l'utilisation au jour le jour de ces produits pour les rendre les plus adaptés possibles à vos utilisations. Donc, j'ai été un petit peu vite sur certaines parties.
Mais bien évidemment, il existe bien d'autres solutions qui peuvent correspondre plus à vos besoins. Et je vous encourage à visiter le site Mabeo Direct ou le site 3M, où vous pourrez retrouver ces solutions et bien d'autres choses. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour le petit cafouillage au démarrage. En espérant que cette conférence en ligne vous aura été bénéfique, vous recevrez dans quelques minutes une enquête de satisfaction où vous pourrez à la fois y ajouter des commentaires et des questions sur lesquelles je n'ai pas pu m'attarder. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.